Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui porte sur l'exploration biochimique de la glande thyroïde. Alors, comme un plan du cours, donc on verra une introduction, ensuite un rappel anatomo-histologique de la glande thyroïde. Ensuite, donc vous avez les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire leur structure. Donc vous avez ensuite leur biosynthèse ainsi que leur métabolisme, leur transport, leur régulation et les effets biologiques des hormones thyroïdiennes. Ensuite, on passe à l'exploration fonctionnelle et biologique de la glande thyroïde, c'est-à-dire les différents dosages hormonaux. Et on termine avec les pathologies thyroïdiennes. Donc là, vous avez les hyperthyroïdies, les hypothyroïdies et autres pathologies thyroïdiennes. Et on termine par une conclusion. En introduction, la thyroïde est une glande endocrine qui assure la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Le diagnostic correct des pathologies thyroïdiennes nécessite la prise en compte et la coordination des informations résultant de la clinique, parce qu'il y a vraiment des signes cliniques très évocateurs de l'imagerie et de la biologie, sachant que cette dernière fait appel à des techniques de plus en plus sensibles. Commençons par le rappel anatomo-histologique de la glande thyroïde. La glande thyroïde, donc cette glande qui est située à la face antérieure du cou, donc elle a la forme d'un papillon, elle est formée de deux lobes séparés par un isthme situé de part et d'autre de la trachée. Donc cette glande est relativement volumineuse, elle pèse environ 25 grammes chez l'adulte et elle a une très riche vascularisation sanguine. Sachant que les unités anatomiques et fonctionnelles de la glande thyroïde sont appelées les follicules. Les follicules donc, sont formés par une seule assise de cellules épithéliales ou appelées également thyriocytes qui sont responsables de la synthèse des hormones thyroïdiennes. L'ensemble délimite une cavité appelée le lumen ou un espace folliculaire donc, qui contient la substance colloïde ayant la forme d'un gel. Il faut savoir que ces cellules épithéliales sont des cellules bipolaires avec un pôle basal et un autre apical. En plus de ça, vous avez les cellules C, donc les cellules C pour clair. Donc, c'est des cellules parafolliculaires dispersées qui sont responsables de la synthèse d'une hormone qui intervient dans le métabolisme phosphocalcique, donc appelée la thyrocalcitonine ou la calcitonin tout court. Justement, cette hormone, elle intervient dans le métabolisme phosphocalcique. Donc, c'est une hormone qui n'est pas iodée contrairement aux hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4. Et elle constitue un véritable marqueur des cancers médulaires de la thyroïde. La colloïde renferme la quasi-totalité de l'iode de la glande et forme une réserve potentielle d'hormones incluse dans une protéine intrathyroïdienne qui est la thyroglobuline. La thyroglobuline, en abrégé TG, est une glycoprotéine formée dans les thyriocytes puis sécrétée dans la lumière folliculaire. Elle sert de matrice de synthèse des hormones thyroïdiennes et elle contient jusqu'à 120 résidus tyrosyles dont 30 à 40 peuvent être iodés. Passons maintenant aux hormones thyroïdiennes. Commençons par leur structure. Donc la T3 et la T4 sont des dérivés iodés de la tyrosine. Donc là, vous avez à gauche l'acide aminé qui est la tyrosine et à droite, donc vous avez les deux hormones thyroïdiennes, vous avez la T3 et la T4. Donc en réalité, les deux hormones thyroïdiennes, donc ont pour structure la tyronine. La tyronine qui sont deux noyaux aromatiques reliés par un pont éther. Donc, vous avez la T4 qui est la 3,5, 3'5' tétraiodotyronine ou appelée également la thyroxine. Et vous avez la T3 qui est la 3,5, 3' triiodotyronine. Passons maintenant à la biosynthèse et le métabolisme des hormones thyroïdiennes. Pour la biosynthèse, elle s'effectue dans la glande thyroïde et elle comporte plusieurs étapes. Vous allez voir, il y a 6 étapes. Commençons par la synthèse de la thyroglobuline. Donc en réalité, c'est une glycoprotéine dont la partie protéique est synthétisée au niveau des ribosomes, du réticulum endoplasmique, puis donc elle subit une N-glycosylation dans l'appareil de Golgi. Ensuite, cette thyroglobuline sera sécrétée par exocytose dans le lumen où elle représente 95% de la substance colloïde. Puis vous avez l'étape de la captation des iodures. Donc les iodures circulantes seront captées par la glande thyroïde à l'aide d'un symporteur, sodium et iodure. Donc c'est une pompe spécifique ATP dépendante où l'entrée des iodures est couplée à celle du sodium. Puis les iodures donc intracellulaires seront transportés vers la colloïde grâce à un canal apical spécifique.
Un petit rappel un petit peu sur les besoins et les sources d'iode. Donc, il faut savoir que l'iode est un oligo-élément relativement rare, dont les besoins sont normalement couverts par une alimentation équilibrée. Donc, les besoins sont de l'ordre de 100 microgrammes par jour chez l'adulte, un peu plus chez l'adolescent, la femme enceinte et la femme allaitante. Par contre, les réserves sont faibles dans l'organisme, seulement 10 à 20 mg dans la thyroïde. Et voilà un tableau récapitulatif des différents aliments, c'est-à-dire la teneur des différents aliments en iode. Il faut savoir que le sel de cuisine est supplémenté en iode, donc à raison de 10 à 20 mg par kilogramme, ce qui permet un apport quotidien de 30 microgrammes d'iode. Donc, c'est vrai que l'iode est apporté par l'alimentation, mais il faut savoir que l'iode peut être récupéré aussi à partir des mécanismes de désiodation périphérique et intrathyroïdien. Donc là, c'est le cycle interne de l'iode. Et voilà donc un schéma du cycle interne de l'iode. Donc, juste une petite remarque, c'est que l'iode alimentaire est réduit en iodure dans l'estomac, puis absorbé au niveau de l'intestin. Passons maintenant à la troisième étape qui est l'oxydation des iodures et iodation donc des tyrosyles. Donc il faut savoir que pour les prochaines étapes, il y a l'intervention d'une enzyme importante, une enzyme thyroïdienne importante, c'est la thyroperoxydase ou appelée également la TPO. Donc l'oxydation nécessite la présence de cette enzyme en présence d'H2O2, donc il y aura oxydation des iodures. Alors, l'iode ainsi oxydé peut se lier au résidu tyrosyle de la thyroglobuline sous l'action toujours de la même enzyme qui est la TPO au niveau du pôle apical. Sachant que la fixation d'un atome d'iode donne ce qu'on appelle les mythes, donc les mythes pour 3 monoiodotyrosines, et la fixation de 2 atomes d'iode donne les dites, donc c'est les 3,5-diiodotyrosines. Les mythes et les dites sont des précurseurs alors des hormones thyroïdiennes. Continuons avec la quatrième étape qui est le couplage des iodotyrosines en iodotyronine. Donc là, vous avez la condensation donc, des iodotyrosines pour donner les iodotyronines. Donc elle s'effectue au sein de la thyroglobuline. Donc vous voyez très bien que la thyroglobuline sert de matrice de synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc toujours sous l'action de la même enzyme qui est la TPO. Donc la condensation d'un mythe et d'un dite donne la T3 avec libération d'un acide aminé qui est l'alanine. La condensation de 2 dites donne la T4 avec libération de l'alanine. Il faut savoir que seuls 6 à 8 des précurseurs peuvent se coupler et former 3 à 4 molécules d'hormones thyroïdiennes par molécule de thyroglobuline. Donc voilà la structure des différentes hormones thyroïdiennes. Il faut savoir qu'il y a un autre composé qui est produit, c'est la reverse T3, donc la RT3. Donc lorsqu'il s'agit d'une iodation en position 3, 3' et 5'. Donc c'est un composé thyroïdien, mais il est inactif. Cinquième étape, c'est la libération des iodotyrosines et des iodotyronines. Alors, les hormones et les précurseurs thyroïdiens stockés dans les molécules de thyroglobuline, de la colloïde, des follicules, seront libérés après protéolyse de la thyroglobuline sous l'influence d'une peptidase qui va libérer alors la T3, la T4, les dites et les mythes. Et donc, les hormones thyroïdiennes seront sécrétées dans le sang sous forme libre. Et dernière étape, c'est la désiodation des iodotyrosines. Donc sous l'influence d'une désiodase microsomale, l'iode libéré donc il va rejoindre les iodures circulantes où il sera capté de nouveau par les cellules folliculaires pour une nouvelle biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que la T4, donc c'est un produit 100% thyroïdien. La T3 par contre, donc 20% sont libérés par la thyroïde. Sinon les 80% restants donc, proviennent de la désiodation périphérique de la T4 en T3. Donc c'est pour ça on dose la T4, donc c'est la principale hormone thyroïdienne contrairement à la T3. Donc il y a des désiodases, des 5' désiodases périphériques, donc au niveau
niveau du foie, au niveau du rein, au niveau des muscles, qui vont désioder la T4 en T3. Donc, il faut savoir aussi que la T3, c'est vrai, donc c'est pas un produit 100% thyroïdien, mais elle est très active, donc elle est plus active que la T4, donc 3 à 5 fois plus active que la T4. Concernant les demi-vies, la demi-vie de la T3 c'est 24 heures, celle de la T4 c'est de 6 à 7 jours. Contre l'élimination, donc généralement les hormones thyroïdiens subissent une conjugaison sur leur fonction phénolique, puis une excrétion biliaire. Donc il s'agit d'une sulfoconjugaison pour la T3 et surtout une glucuronoconjugaison pour la T4. Sinon, les hormones thyroïdiennes peuvent également subir une désamination oxydative et décarboxylation de leur chaîne latérale alanine avec production des dérivés acétiques et aminés.